Bonjour et bienvenue pour ce webinaire IFG Live. IFG Live, c'est un nouvel épisode, on va dire, de la vie de l'Institut français de gestion et plus particulièrement aujourd'hui de l'Institut de haute finance. L'Institut de haute finance fait partie de l'Institut français de gestion. L'Institut de haute finance est un institut célèbre, dirigé par le professeur Philippe de Sertine. Philippe, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, Philippe? Tout va bien? Très bien. Donc, économiste de renom, professeur à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages. Et dans le cadre de l'IFG Live, on a décidé, en termes de réactivité, c'était impressionnant, Philippe, hein, effectivement, de faire quelque chose autour de la faillite de la SVB, donc la Silicon Valley Bank, de voir un petit peu les impacts, l'interaction qu'il peut y avoir dans le monde de la finance. On en parle de plus en plus. Certains s'en inquiètent beaucoup, d'autres pas du tout. Vous allez nous donner votre point de vue. Est-ce que ça peut être très contagieux ou pas? Vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez. Tout au long, on va dire, des 45-50 minutes que durera cette présentation. Donc, moi, je vous propose dans un premier temps, pendant une trentaine de minutes, d'expliquer un petit peu le contexte, de voir les impacts et puis de répondre aussi aux questions que voudront bien nous poser nos participants. Il y a plus de 350 personnes connectées. On a eu plus de 1500 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Elles sont en train d'arriver. C'est assez impressionnant. Je pense que cette faillite interpelle et intéresse tout le monde. Donc, Philippe, eh bien, je vous cède la parole. Qu'est-ce que c'est que cette faillite de la SVB? Qu'est-ce que c'est que la SVB? Quels sont les impacts? Est-ce que ça peut être contagieux? C'est à vous. Merci, cher Jean. Donc, bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas salués, qui sont arrivés depuis notre prise d'antenne. Donc, en effet, je dirais la faillite de cette banque américaine, la faillite la plus importante depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008, nous ramène, alors si vous me permettez, peut-être très vite, parce que l'idée de contagion, bien sûr, vient de la proximité entre les deux événements, nous ramène, nous, à l'Institut de haute finance, puisque nous étions à New York au moment où la banque Lehman Brothers a fait faillite. On avait notre hôtel en face de la banque. On a rencontré pendant toute cette période à New York tous les grands décideurs qui étaient mobilisés autour du secrétaire d'État au Trésor de l'époque, qui s'appelait Paulson. C'est Madame aujourd'hui Janet Yellen qui tient le même rôle. Paulson était arrivé en urgence à la fête de New York, où il avait installé son bureau, où il avait quitté Washington, et nous avions rencontré énormément d'acteurs qui allaient voir Paulson dans la journée pour savoir si justement Lehman Brothers devait être sauvé ou non, si Lehman Brothers devait faire faillite. On sait que la décision qui fut prise d'ailleurs à 3 personnes dans le bureau de la fête de New York avec l'IFI, nous avons visité. Ces 3 personnes étaient Paulson, était le patron de la Fed, qui à l'époque était Ben Bernanke, et le patron de la Fed de New York était Tim Geithner. Évidemment, je dirais beaucoup de choses qui reviennent à la mémoire lorsqu'on est en train de voir la faillite qui s'est produite, alors là, qui a été décidée, on va dire, par les autorités classiques financières américaines vendredi dernier. Donc avec néanmoins, pendant le week-end, une réunion au sommet entre 3 personnes, et on voit évidemment la proximité, le lien entre les deux événements. Donc Janet Yellen, qui a pris la place de Paulson, qui est secrétaire d'État au Trésor, donc c'est-à-dire ministre des Finances, de l'économie et des finances. Elle a été avant patronne de la Fed, donc elle connaît extrêmement bien la problématique bancaire. C'était également le patron de la Fed qui était en première ligne pendant ce week-end, Jay Powell. Et puis là, cette fois-ci, ce n'était pas la Fed de New York qui était concernée, mais c'était le patron, on va dire, d'une autre agence de régulation très importante aux États-Unis. Il y en a plusieurs. Si vous venez à l'IFI, vous connaîtrez un peu toutes ces subtilités dans la finance américaine et donc dans la finance mondiale. C'est le patron Martin Gruenberg. On a eu l'occasion aussi de rencontrer à New York à l'époque, et maintenant le patron de la FDIC, c'est-à-dire de la structure d'assurance des dépôts
des différents clients bancaires, que ce soit des clients professionnels ou des clients privés. La FDIC étant aussi une structure qui a été créée dans le souvenir, non pas de 2008, mais des risques très forts sur les dépôts bancaires associés à la crise de 1929. Donc on a eu ces trois personnes, et là évidemment quand on est en train de faire le rapprochement avec ce qui s'est passé en 2008 et que nous avons vraiment suivi pratiquement minute par minute à New York, ces trois personnes, de façon très similaire, pendant tout ce week-end, ont commencé à regarder qu'est-ce que voulait dire cette faillite d'une banque, alors qui est une banque de taille moyenne, c'est la 16e banque américaine, elle a un total de bilan groupe de à peu près 200 milliards de dollars. Sur le seul territoire américain, c'est juste 100 milliards de dollars. Pour avoir un ordre d'idée, on va dire, bon, les 4 premières banques mondiales sont chinoises. La banque française BNP Paribas a un total de bilan en 2021 de 3 000 milliards de dollars. La banque Crédit Agricole, qui est 7e mondiale, a un total de bilan de 2 400 milliards. La première banque américaine, JP Morgan, a un total de bilan de 2 600 milliards. Donc on voit effectivement, on est dans une banque vraiment de petite taille par rapport aux géants mondiaux. Et dans ce sens, on a eu tout de suite, et là toujours les similitudes sont assez fortes avec la faillite de Lehman Brothers, l'idée que cette petite banque n'étant pas considérée comme systémique, c'est-à-dire susceptible de créer par son défaut, par sa faillite, des faillites successives de banques, hein, puisque là, le problème quand une banque fait faillite, c'est qu'elle n'honore pas ses dettes, et que donc, par conséquent, si d'autres banques se retrouvaient avec, je dirais, la perte associée aux dettes qui ne sont pas honorées suffisamment importante pour mettre en danger le niveau de fonds propres et le niveau de liquidité, c'est là qu'on peut avoir une faillite en cascade. Donc, cette banque n'est pas considérée comme systémique, elle n'est pas donc, on va dire, jugée et analysée et surveillée comme les banques systémiques qui font l'objet de stress tests, c'est-à-dire de simulation continue de ce qui se passe si elles font faillite. Donc là, en l'occurrence, ça n'était pas le cas. Et donc, Janet Yellen a eu immédiatement, donc, secrétaire d'État au Trésor américain, immédiatement, je dirais, la communication similaire à celle de Lehman Brothers, là pour le coup, en disant, bon, bah écoutez, c'est un problème privé, bancaire, donc il est hors de question que l'État américain, et aux États-Unis, cet élément contextuel est important, c'est-à-dire que le contribuable américain est à renflouer la difficulté de cette banque. Très vite, pendant le week-end, tout le monde s'est affolé parce qu'on a commencé à comprendre ce qui se passait et en disant qu'il pouvait y avoir un certain nombre de conséquences. Cette banque, Silicon Valley Bank, est la banque de financement privilégié de toutes les structures californiennes de la tech. Et donc, on a eu, pendant le week-end, des remontées à Washington de beaucoup d'entreprises de la tech, y compris très importantes, alors américaines et pas uniquement. C'est une banque également qui est très présente au Royaume-Uni, qui finance la tech du Royaume-Uni. Elle est présente alors aux îles Caïmans, elle est présente au Canada, elle est présente en Chine, elle est présente, entre autres, hein, donc, en Angleterre, au Danemark, en Suède, en Allemagne. Et donc, pendant tout le week-end, des remontées d'informations disant on va avoir des entreprises qui avaient leur compte, juste leur dépôt, hein, vous voyez, qui n'avaient strictement pas pris de risque par rapport à cette banque, considérée comme une banque sérieuse, et qui, ne pouvant plus accéder à leur dépôt, n'allaient pas pouvoir payer leurs salariés. Et donc, on faisait remonter l'idée qu'on pouvait avoir, à la fin du mois de mars, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers d'employés qui ne seraient pas payés, voire même le risque d'avoir toutes les entreprises qui pourraient justement se situer en cessation de paiement, elles n'ont pas l'argent pour payer ce qu'elles doivent, et donc se retrouver en faillite, c'est-à-dire une vague de faillite absolument énorme dans la tech américaine, voire dans la tech mondiale. Et donc c'est la raison pour laquelle ce qui était au départ, on va dire, l'approche classique des trois gestionnaires de crise a été très très rapidement complétée par, évidemment, avec le souvenir de Lehman Brothers, c'est votre question tout à l'heure de Jean, que Jean vous posiez, est-ce qu'il y a un risque de contamination, en disant, attention, là on a un risque très très fort d'une contamination directe ou indirecte, soit sur le système bancaire, soit sur le système de la tech, qui est extrêmement dangereux et évidemment qui rappelle de très mauvais souvenirs. Et donc, au lieu d'avoir, je dirais, une gestion classique,
on a eu la montée en puissance des réactions avec lundi l'intervention du président américain, donc Joe Biden, très clairement, on va dire qu'il a été, si vous me permettez l'expression, tiré de son lit en lui disant vraiment là, il faut intervenir en urgence à la télévision. Et avec d'ailleurs une deuxième intervention aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'idée de rassurer d'abord les Américains dans leur ensemble en disant nous ne sommes pas dans une crise bancaire majeure, vos dépôts ne sont pas en danger. Et puis, deuxième élément, évidemment, rassurer les gestionnaires d'entreprises qui pouvaient être victimes collatérales de cette faillite en disant certes, vous n'êtes pas, je dirais, vous n'avez pas la garantie d'être dans une banque systémique, mais nous allons faire une extension systémique. C'est-à-dire, on est bien quand même avec quelque chose qui prouve que les autorités américaines ont eu peur de ce qui pouvait se produire en disant, on fait comme si c'était une banque systémique, c'est-à-dire que nous allons avoir une intervention directe de la Fed, du régulateur bancaire, pour honorer l'ensemble des dettes que pouvaient avoir les entreprises auprès de la banque Silicon Valley. Sachant effectivement que la banque en question avait déjà fait l'objet d'un certain nombre de propositions de pas mal de fonds et de pas mal de structures financières qui proposaient de reprendre les obligations de dépôt avec juste des décotes énormes, c'est-à-dire de l'ordre de 20-30%. Ça veut dire, vous voyez, vous aviez vos comptes, une entreprise qui avait ses comptes de 4 millions de dollars, par exemple, à la banque Silicon Valley, n'aurait retrouvé que 70% de ces 4 millions de dollars, le reste étant une perte qu'elle allait porter dans son propre bilan. Mais ça lui permettait d'avoir de la liquidité, du cash, et de ne pas être en défaut de paiement. Donc finalement, la Fed va jouer le rôle de prêteur en dernier ressort, alors que la banque en question n'est pas logiquement une banque systémique, avec des interventions fortes de la part du président américain à la télévision, en disant néanmoins, les actionnaires perdront tout, néanmoins, les dirigeants de la banque sont licenciés, hein, il a utilisé le mot anglais, fired, ils sont virés, et avec aujourd'hui d'ailleurs, je dirais une insistance en disant les dirigeants seront tenus responsables de ce qui s'est passé et devront en répondre devant la justice. Donc, avec cette idée et cette obsession des États-Unis de dire le contribuable américain n'est pas celui qui va payer, on va récupérer le maximum de créances et éventuellement, on cherchera des coupables. Alors, donc, bon, on va dire affaire déjà très importante, mais dont le reste du monde se dit, mais au fond, est-ce que ça nous concerne? Rappelons évidemment qu'on a eu quand même exactement le même type de réflexe au moment justement de Lehman Brothers, et avec cette idée, après tout, ça n'est qu'une affaire américaine, est-ce que ça nous concerne vraiment? Donc là, je crois qu'il faut vraiment regarder un tout petit peu ce qui s'est produit, comment cette faillite a survenu et qu'est-ce que ça signifie en matière de finances. Et voyez peut-être, pardonnez-moi de faire cette petite parenthèse, c'est ça la philosophie que nous avons à l'IFG et à l'Institut de haute finance. Et je crois vraiment qu'on doit voir à quel point cette philosophie qui est assez originale est très importante. C'est-à-dire bien comprendre que si vous ne regardez pas l'économie, si vous n'avez pas une culture économique, vous ne ferez pas bien de la finance. Et si vous faites bien de la finance, vous allez comprendre l'évolution économique. Et donc, vous voyez, je crois qu'il y a vraiment des allers-retours à faire entre l'économie, la macroéconomie et la finance. Si on ne le comprend pas, on est entre guillemets myope, c'est-à-dire qu'on ne voit que la problématique immédiate, ce qui est quand même souvent le cas de tous les commentaires qui ont été faits autour de cette faillite bancaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et qui explique aussi d'ailleurs la vigueur de la réaction américaine et de ce contre-feu, c'est-à-dire que dans la réaction de Biden, on doit voir quand même quelque chose ressemblant à la stigmatisation que nous avons eue, notamment aux États-Unis, pas que dans la vie politique française également, par exemple, stigmatisation des financiers, des banquiers, comme responsables de la crise 2007-2008 et à nouveau responsables de cette faillite bancaire. Je crois qu'il faut souligner à quel point il n'en est rien et à quel point, évidemment, si le politique s'empresse de chercher un responsable technique, on va dire un coupable tout désigné aux yeux de l'opinion publique, c'est que là, pour le coup, il peut très très vite en avoir des conséquences négatives du point de vue politique et du point de vue, on va dire, intérieur comme extérieur.
En effet, que s'est-il passé? On a eu d'abord, je dirais, un phénomène pour les entreprises de la tech de difficultés qui s'amoncellent, de fluctuations. Les entreprises de la tech, vous savez, sont principalement cotées sur le Nasdaq américain, donc des fluctuations fortes du Nasdaq, des difficultés importantes, et qui font que ces entreprises pouvaient se retrouver, je dirais, assez rapidement avec des problématiques soit de perte, soit de besoin de financement par rapport à leurs investissements. Elles pensaient faire des augmentations de capital, très peu d'introduction en bourse, très peu d'augmentation de capital, le marché n'était pas favorable, donc les entreprises doivent récupérer du cash. Donc ces entreprises au départ disent simplement à leur banque, maintenant j'ai peut-être de l'argent placé chez vous. Donc là, tout ça, c'est des choses qu'on revoit techniquement à l'Institut de haute finance, c'est-à-dire quand vous regardez les comptes internationaux d'une entreprise, vous allez voir que vous avez son cash and cash equivalent, l'argent disponible, qui est à la banque évidemment, et ça, lorsque la banque fait faillite, celui-là disparaît. Mais ensuite, vous allez souvent avoir je dirais, de l'argent qui va être placé à très court terme, considéré comme de l'équivalent de trésorerie, typiquement placé par la banque SVB, ce qu'elle faisait. Et donc, là, vous allez avoir ce qu'on appelle des marketable securities, souvent, du point de vue comptable, c'est-à-dire de la liquidité placée pour rapporter un petit peu, mais qui est disponible. Donc là, un certain nombre d'entreprises disent « je voudrais ramener des marketable securities dans, je dirais, mes comptes bancaires », donc les remonter en cash, si vous voulez, parce que je dois faire de l'investissement ou j'ai un certain nombre de dépenses rapides à faire, alors que le contexte n'est pas favorable. Et là, la banque met énormément de temps à faire l'opération, à virer. Donc ça, c'était, nous, des informations à l'Institut de haute finance, on les avait à peu près depuis un mois, en sachant que des entreprises de la tech aux États-Unis commençaient à dire, mais moi, j'ai besoin d'argent et non seulement les marchés ne sont pas favorables, mais ma banque ne me vire pas sur mes comptes en ce moment. Donc, je ne peux pas faire l'opération. Donc, c'est souvent des fournisseurs ou des gens qui investissaient qui, je dirais, apporter des investissements physiques dans ces entreprises, notamment dans les contacts que moi j'avais, notamment dans des entreprises de la biotech, qui nous disaient « mais je ne peux pas lancer l'investissement, je n'ai pas encore les fonds pour verser les acomptes ». Donc, vous voyez, fonctionnement classique, normal de l'entreprise. Le patron de la biotech que je connais, je dirais, déjeune avec un patron d'une autre boîte complètement différente, mais qui était aussi une boîte de technologie en Californie, mais qui avait ses comptes également à la banque SVB. Et lui dit, tiens, là vraiment, j'ai des problèmes pour rapatrier, c'est très embêtant, je n'arrive pas à faire mon investissement. Ils m'ont dit qu'ils viraient l'argent il y a 3 jours, puis 4 jours, puis 5 jours, puis ils ne le font toujours pas. L'autre dit, mais moi aussi, j'ai mon argent là, dis donc, mais il faudrait que je vois si je n'ai pas le même problème. Et ça, c'est typiquement ce qui peut se produire quand vous avez un problème de crédibilité ou en tout cas un problème technique dans la banque sur lequel vous n'avez pas d'informations. Et à la limite, d'ailleurs, si on en a, ça ne rassure pas nécessairement. C'est que là, vous allez créer, on va dire, un phénomène de masse. C'est-à-dire que dès lors que les deux entreprises, 3, 4, 5, commencent à se signaler entre elles qu'elles ont des problèmes pour récupérer leur liquidité auprès de la banque SVB, eh bien, très, très vite, ça fait tache d'huile à l'ère des réseaux. Et évidemment, ces entreprises de la tech sont toutes connectées entre elles. L'information va immédiatement faire boule de neige. Et quand tout le monde essaie de récupérer l'argent, personne n'arrive à avoir l'argent. Et donc là, on commence à avoir une inquiétude qui monte. Et on va avoir ce mécanisme, qui est un mécanisme dans la finance contre lequel on ne peut rien. C'est le mécanisme dit de run, de course, vous voyez, de course pour récupérer l'argent. Donc, panique bancaire. Tout le monde veut récupérer l'argent et la SVB se rend compte qu'elle a un énorme problème de cash. Donc, je disais un bilan de 210 milliards de dollars, 175 milliards de dépôts. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, vraiment une banque en réalité très, très peu risquée, quoi. C'était juste une banque qui savait accompagner les entreprises de la tech en acceptant de faire des prêts alors qu'on n'avait pas encore du bénéfice affiché du point de vue de la garantie du prêt. Mais dans les faits, cette entreprise avait énormément de dépôts, donc était, on va dire, dans un mode super sécurisé. C'est pour ça que quand le président américain dit « ce matin, ils vont devoir répondre de la manière dont ils ont géré cette banque », c'est incroyable, parce qu'évidemment, à la Maison-Blanche, ils connaissent aussi bien que moi la structure de cette banque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de problème. Et je dirais, il n'y a aucun phénomène spéculatif. Pourquoi SVB se retrouve en difficulté? Parce que face à cette demande de cash, de liquidité, dont ils ne disposaient pas parce que l'argent était placé,
ils vont être obligés de revendre leurs placements. Si vous voulez, dans le bilan je dirais de SVB, si vous allez regarder, vous voyez que pratiquement la moitié du bilan était du cash et pour la banque aussi, marketable securities, c'est-à-dire du placement sur les marchés financiers en achetant quoi? Principalement du bon du trésor à 10 ans. C'est-à-dire que là, on n'est absolument pas dans du produit qui pourrait être considéré comme spéculatif ou dangereux, donc qui vous conduit à une difficulté à récupérer de la trésorerie. On est au contraire dans du placement de père de famille. Ce n'est pas là-dessus que SVB gagnait sa vie. SVB gagnait sa vie dans des opérations qu'elle faisait avec des entreprises de haute technologie qu'elle accompagnait, sur lesquelles elle avait des rémunérations très intéressantes. Ces placements étaient très sûrs. Mais vous comprenez évidemment le problème des autorités américaines. C'est qu'en réalité, ce qui conduit à la faillite, c'est le fait que l'entreprise n'arrive pas à revendre du bon du trésor américain. Ou plutôt, quand elle va le revendre avec une énorme décote. Pourquoi? Et c'est là, évidemment, où on doit comprendre ce qui se passe et où on voit le phénomène macroéconomique qui, tout d'un coup, interfère la finance. Ces bons du trésor ont été émis l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. À l'époque, les taux américains sont, comme tous les taux occidentaux, des taux anormalement bas. Moins de 1, parfois taux négatif. Bon, aux États-Unis, on n'a jamais tombé aussi bas, mais 0,25, 0,30%. Bon du trésor, garantie de l'État américain, certes 0,30% parce que émis à une période de taux bas, donc aucun risque, on va dire, associé réellement au produit. Sauf qu'évidemment, si aujourd'hui vous voulez acheter les bons du trésor, ils vont être proposés à 3, 3,5, 4% d'intérêt, c'est-à-dire une rémunération beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que la Fed a dû remonter ses taux d'intérêt pendant toute l'année 2022 de façon très forte. Pourquoi? Parce que nous avons de l'inflation. Et là, bien sûr, quand on a de l'inflation, et même, vous voyez, on a fait une émission de télévision hier, et encore, ce n'était pas moi, mais certains intervenants, donc on ne peut pas évidemment tout corriger au fur et à mesure que l'on entend, mais beaucoup d'intervenants continuent de dire que l'inflation est associée à la guerre, voire au Covid. La guerre, les États-Unis n'en ont pas eu du tout les mêmes conséquences. L'énergie est beaucoup moins chère aux États-Unis qu'en Europe. Et pourtant, les États-Unis ont dû faire face depuis l'année 2022 à une inflation beaucoup plus forte que l'inflation européenne. Vous avez eu Covid, et quand on dit Covid, en réalité, c'est l'émission massive de dettes par le gouvernement américain, donc successivement par Trump et par Biden. Donc on parle là d'une dizaine de milliers de milliards de dollars. C'est-à-dire une émission absolument astronomique de monnaie, qui d'ailleurs a été faite aussi dans les pays occidentaux et européens, je dirais dans une moindre mesure, l'Allemagne faisant quand même un plan de relance à 250 milliards, après avoir participé à un plan de relance européen de 700 milliards, et après avoir émis de la monnaie pendant tout le temps du confinement. Si on parle de la France, quoi qu'il en coûte, officiellement 230 milliards. En réalité, plus si vous faites tous les éléments rajoutés les uns après les autres, on est là, évidemment, dans des énormes émissions monétaires. Qui signifie quoi? Qui signifie que vous avez émis trop de monnaie, qu'il y a trop de monnaie par rapport au PIB. Et que ça, c'est typiquement ce qui crée l'inflation. Évidemment, cette tendance a commencé bien avant le Covid. À la fin de l'année 2019, on en a parlé à l'Institut de haute finance en 2020, en disant fin 2019, la Banque mondiale signalait un gros danger d'inflation. On avait un PIB à l'époque de 92 000 milliards pour une dette mondiale de 250 000 milliards. C'est-à-dire un énorme décalage entre la dette et la richesse que l'on peut mettre en face, qui est typiquement le cas où vous allez avoir une perte de valeur de la monnaie, perte de valeur de la dette, et donc évidemment inflation. Donc là, quand nous revenons à notre cas SVB, c'est important de comprendre ce contexte. SVB, en fait, est la première victime bancaire de cette augmentation des taux d'intérêt pour répondre à l'inflation. Une inflation qui provient de quoi? Qui provient d'abord et avant tout de l'émission de monnaie par les grands gouvernements occidentaux, dont les Américains. Et donc là, on voit bien le problème, c'est que les Américains ont émis du bon du trésor à 0,5, 0,25, et qu'aujourd'hui, ce bon du trésor, quand vous voulez le vendre, si vous avez besoin d'argent, eh bien, vous avez toutes les difficultés du monde parce que ce bon du trésor, effectivement, il est très, très décoté par rapport à celui qu'on peut avoir aujourd'hui, à un taux beaucoup plus fort. Et donc, cette difficulté de récupérer du cash va amener en fait une perte. Quand vous avez un bon du trésor que vous devez, donc là, évidemment, SVB liquide,
imaginons à peu près 10, 15, ça devait être à peu près de cet ordre d'idée, 15, 20 milliards de bons du Trésor qu'ils avaient pour récupérer du cash. En fait, ils ont là-dessus une perte de presque 2 milliards. C'est-à-dire, vous voyez, probablement presque 10% de décote parce que ce sont des bons du Trésor, d'autrefois à très bas taux. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme toujours, ils vendent 18 milliards quelque chose qui valait 20 milliards, si on imagine que c'est dans cet ordre d'idée, ça veut dire qu'ils ont 2 milliards de pertes à inscrire sur leur bilan. Et quand ils voient ces 2 milliards de pertes, ce n'est pas une banque systémique, ils n'avaient pas des niveaux de fonds propres très, très élevés, ils disent, oula, là, on est vraiment en danger du point de vue de nos fonds propres, ils lancent une augmentation de capital. Et donc, ils lancent une augmentation de capital qui, vous voyez, quand vous êtes client, vous entendez ça, vous avez du mal à recevoir l'argent, on vous dit, vous inquiétez pas, on va le faire. On n'a pas d'autre information que tout d'un coup, la banque qui dit je suis obligé d'augmenter mon capital parce que je viens de faire une très grosse perte en vendant des actifs qui sont des actifs dévalués du fait de l'inflation. Alors, on vous explique ça techniquement. Évidemment, panique à bord. Mais qui signifie quoi? Qui signifie que l'augmentation de capital, super compliquée à souscrire. Et c'est comme ça que SVB va se retrouver en faillite. D'une part, parce qu'ils n'ont pas le cash pour rembourser leurs clients qui leur demandent d'avoir des virements et leur demandent d'avoir de l'argent. Et d'autre part, parce qu'ils ont des fonds propres très faibles. Toujours pareil, des choses qu'on voit à l'Institut de haute finance. La faillite, c'est la liquidité d'une part, l'insuffisance des fonds propres par rapport à la dette d'autre part. Donc, on se retrouve dans cette situation vendredi dernier où, quand la régulation classique, c'est-à-dire notamment la FDIC, c'est-à-dire celle qui s'occupe de la capacité de faire d'assurer les dépôts, la FDIC de Martin Grunberg va dire il faut mettre la banque en faillite parce que sinon, c'est pas tellement à l'époque, vendredi, c'était il y a longtemps, vous voyez, il y a 4 jours. Le problème de la FDIC, c'est en disant il faut arrêter que les gens continuent à déposer sur cette banque. C'est-à-dire, c'était même pas récupérer l'argent qui était dessus, c'est de dire il faut tout de suite couper. Exactement la même chose que sur les Lehman Brothers, là pour le coup, c'est d'abord couper, toute entrée dans la banque pour pas qu'on ait des gens qui continuent à déposer dans une banque qui en fait est en grave difficulté, et 3 petits points, qui à un moment donné pourraient se retourner vers nous en disant mais quand vous avez eu vent, pourquoi vous n'avez pas arrêté la banque? C'est pour ça qu'il y a ce côté brutal aux États-Unis, parce que toujours tout le monde est très inquiet en disant ceux qui vont perdre après la manifestation de la difficulté, peuvent se retourner vers nous et nous exiger un certain nombre de dommages et intérêts qui peuvent être assez gigantesques si on est dans des phases de faillite. Donc, voilà ce qui s'est passé et voilà les éléments qu'on peut retenir. Ça veut dire quoi? Donc, concrètement, je pense, et je vois le temps qui avance, qu'est-ce que nous devons retenir par rapport au contexte actuellement où nous sommes? Bon, d'abord, il n'y a pas de risque de contamination comme on avait pu avoir sur les Lehman Brothers parce que ce n'est pas une banque suffisamment importante, il n'y a pas d'exposition en Europe, donc pas de contamination directe. En revanche, nous avons tout de suite un vrai problème, c'est le fait que, en réalité, d'où ça vient, c'est le fait que la banque avait besoin de cash, de liquidité. Et donc là, ce qu'on a vu tout de suite sur les marchés immédiatement et qu'on voit encore à l'heure actuelle, c'est la crainte très très forte qu'il puisse y avoir une crise de liquidité sur la finance mondiale. En clair, si un certain nombre de banques, de fonds, d'assurances ont besoin d'argent et qu'elles doivent vendre des actifs, elles vont avoir immédiatement d'énormes pertes parce que leurs actifs sont dévalués du fait de l'inflation et de la montée des taux. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la priorité pour les banques centrales, et en particulier pour la Banque centrale américaine, c'est empêcher un risque de manque de liquidité. Donc, obligation pour la Banque centrale de réinjecter de la liquidité. Donc, elle l'a fait directement en disant « je sauvegarde les dépôts », mais elle risque de le faire de façon plus forte. Immédiatement, ça signifie quoi? Ça signifie alors que la Banque centrale, prioritairement, va assurer la survie immédiate et ne s'attaque plus à l'inflation. Toute la politique anti-inflation, montée des taux et empêcher qu'on ait des dettes supplémentaires, on a un niveau de dette beaucoup trop élevé, d'un seul coup est mis au second plan. C'est la raison pour laquelle, hier, sur les marchés, on a eu un effondrement des taux d'intérêt, notamment des grands taux d'intérêt d'État, qui étaient montés au fur et à mesure que la Banque centrale augmentait les taux, parce qu'on a dit que la Banque centrale va être obligée de baisser les taux et donc de renvoyer la liquidité. Donc on va dire, c'est une très bonne nouvelle. Et à la limite, vous voyez, ça fait remonter les indices boursiers. En revanche, super dangereux en termes d'inflation. C'est-à-dire que ce que l'on peut redouter, l'effet, on va dire, véritablement de souffle de la faillite de SVB,
risque d'arriver par le biais d'une inflation. Donc, on attend aujourd'hui les chiffres, qui ont dû tomber. D'ailleurs, j'étais en train de préparer cette conférence, mais les chiffres de l'inflation américaine vont arriver sur le début d'année. On a un vrai risque que la Banque centrale, du fait qu'elle soit obligée d'arrêter ses mesures d'intervention, le patron de la Banque centrale, il y a quelques semaines, disait « Non, non, c'est pas fini, on est toujours avec une inflation structurelle », on risque d'avoir là cet effet négatif, extrêmement négatif, c'est-à-dire que on ne peut plus lutter contre l'inflation du point de vue des banques centrales pour empêcher le risque de liquidité. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui peut être quelque chose d'important à avoir à l'esprit. Il va falloir surveiller les actions des banques centrales et le risque de répercussion sur l'inflation, là pour le coup, qui concerne toutes les industries, toutes les activités partout dans le monde. Deuxième élément peut-être important aussi à rappeler, parce que là, ça a été un peu mis, je dirais, au second plan. Donc, en fait, SVB a fait faillite après la faillite simultanée de deux autres structures financières, bancaires, on va dire, Silvergate, donc banque spécialisée dans la tech et notamment associée aux crypto actifs, et d'autre part, donc une banque, là, je dirais 14e banque, plus importante même que SVB, Signature Bank, une banque de New York, donc pas californienne, tandis que d'autres banques californiennes sont actuellement en difficulté. Donc, on va avoir un mécanisme qui risque de se poursuivre, mais qui signifie quoi? Qu'on risque d'avoir un vrai problème de financement, un vrai problème de structure de la tech. Et ça, c'est très embêtant parce que la tech, elle est centrale actuellement dans les investissements qui peuvent être faits. SVB, je le disais tout à l'heure, est un peu partout, est en Israël, est en Chine, etc. Et finance partout des entreprises qui sont des entreprises de haute technologie qui vont créer rapidement, je dirais, la richesse de demain. Ça nous fait un effet de troisième tour, si je peux me permettre. Vous voyez, deuxième tour, l'inflation directe parce que les banques centrales n'interviennent plus. Effet de troisième tour, c'est le risque d'un ralentissement de création de richesse par toute la tech mondiale. Or, cette création de richesse est justement la voie de rééquilibrage PIB par rapport à la dette qui semblait la plus évidente. Celle qui allait permettre de réajuster le PIB mondial grâce à l'intervention de ces grandes entreprises de tech par rapport, je dirais, à la création de valeur qu'elles peuvent proposer. Donc, on est avec là beaucoup de conséquences multiples qu'il faut regarder, que probablement beaucoup d'intervenants ou d'analystes ne relieront pas nécessairement à l'événement que nous avons vécu, parce que nous sommes obnubilés sur Lehman Brothers et nous sommes obnubilés sur le risque de retour d'une crise financière. Nous avons une vraie décote, malgré tout, des banques dans le monde, non pas parce qu'on a peur de la contamination, mais parce qu'on se rend compte à quel point les actifs, je dirais, possédés par toutes les structures financières ont en fait une très forte décote. On avait une étude de la BCE qui disait, grosso modo, du fait de la variation des taux, nous avons une perte à peu près de 600 milliards sur les actifs bancaires européens. En fait, on se rend compte avec le cas de SVB, c'est quelque chose que je n'ai même pas dit hier à la télévision parce qu'effectivement, on se dit qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on peut éventuellement proposer. Je dirais, on peut avoir en réalité une décote beaucoup plus forte parce que si jamais on doit vendre ses actifs pour rechercher la liquidité, SVB nous a montré que les décotes étaient encore plus importantes que les différentiels de taux que nous constatons. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Je pense qu'il était important pour tous ceux qui participent à nos programmes d'être informés, d'avoir ces éléments de compréhension. Évidemment, nous aurons la possibilité, si jamais il y a des développements qui se poursuivent, qui sont des développements qui méritent une attention spécifique, de refaire de façon un tout petit peu impromptue, comme on l'a fait, bien sûr. Je dirais, on suivait l'actualité, mais surtout depuis hier, on a considéré qu'il était important que vous en soyez informés. On pourra faire exactement la même procédure. Alors peut-être, cher Jean, je vois l'heure qui avance, peut-être je peux répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Oui, absolument, Philippe. Merci pour cette présentation très précise, hein, effectivement, de la situation. Alors, il y avait une question qui était posée sur finalement quelles sont les solutions qui existent pour placer de la trésorerie en toute sécurité, si même en la plaçant en obligation d'État, on peut avoir des décotes. Voilà. Quelle solution pour placer une trésorerie en toute sécurité aujourd'hui? D'abord, première chose, évidemment, il y a les banques, donc a priori les banques systémiques. Là, on voit le problème, quoi. C'est-à-dire la banque systémique, c'est un notable et qui est donc pas forcément la banque la meilleure pour financer
les nouvelles technologies et le développement. C'était vraiment le côté SVB, c'est une banque, nous, qu'on connaît depuis longtemps à l'IFI, parce que donc, nous, à l'IFI, on travaille sur le financement du haut de bilan. C'est une banque qui a été créée par 3 personnes, justement, qui avaient quitté Bank of America, d'une part, et Wells Fargo, d'autre part, enfin, un ancien Wells Fargo et 2 Bank of America, dont un des fondateurs, d'ailleurs, était, je dirais, un enseignant. Hein, il était enseignant à l'université. Mais ils étaient reliés, justement, à cette problématique, je dirais, spécifique des entreprises de tech. Donc, placer ma trésorerie plutôt dans des banques non systémiques, mais en même temps, sachant que ces banques systémiques ne sont pas les meilleures pour vous accompagner, je dirais, dans la tech. La trésorerie en soi n'est pas une fin. Deuxième chose, quand vous voulez placer aujourd'hui, eh bien, il faut chercher au maximum des placements qui vous permettent de suivre l'inflation et qui ne soient pas nécessairement exposés. Donc, ça veut dire effectivement que, je dirais, on doit avoir là des propositions de financiers spécialisés qui vont sans cesse revoir leur portefeuille. Il est évident que la finance est encore très embarrassée, c'est-à-dire ne sait pas encore gérer le processus de remontée des taux. On n'a pas des propositions suffisamment fortes auprès des clients et les entreprises doivent négocier ça avec leurs banques et avec leurs structures financières pour leur proposer des produits qui suivent réellement l'inflation et qui suivent la remontée des taux. Voilà. Je dirais… Alors, il y a d'autres questions, Philippe, notamment sur l'impact sur l'impact sur l'immobilier. Est-ce qu'il peut y avoir un impact sur l'immobilier avec les différentes bulles immobilières que l'on a connues, etc., ou pas du tout? Donc, ce n'est pas vraiment le problème là, même si c'est quand même un problème complètement relié. L'immobilier baisse et va baisser fortement du fait de l'augmentation des taux. Vous voyez, à la limite, là, si les taux devaient cesser d'augmenter parce qu'il faut répondre aux problèmes de liquidité, évidemment, ça entraînerait plutôt un ralentissement de la baisse de l'immobilier. Hein, vous voyez, il peut y avoir comme ça plein de billards à 3 bandes qui vont avoir lieu et qui vont fonctionner. Hein, donc, on a autour de l'immobilier cette question des taux qui est centrale. Cette question des taux nous ramène à la problématique de liquidité. Et donc, je vois, par exemple, Boubacar qui dit… donc, je vois plein de questions passionnantes. Je vois Sandrine qui dit qu'elle travaille dans une entreprise de la tech et les cours des actions ne cessent de chuter. Donc, effectivement, qu'est-ce que je dois faire quand vous êtes collé je dirais, donc la vraie question, c'est est-ce que vous en avez besoin de l'argent tout de suite, mais quand ça baisse fortement et que vous êtes en perte, logiquement, vous devez regarder les fondamentaux de l'entreprise et vous dire que les actions de l'entreprise seront intéressantes à long terme. Mais il est évident que nous sortons d'une période, je dirais, de bulle sur les marchés financiers où la valeur des actions est beaucoup trop élevée et donc on risque d'avoir du temps et du mal à récupérer les niveaux que nous connaissons actuellement, si jamais nous avons une correction de marché importante. Pour le moment, je dirais, il faut garder le sang-froid. Les marchés se reprennent aujourd'hui et donc, en effet, bien tenir compte de cette grande, je dirais, vulnérabilité qu'on a en ce moment. Les marchés sont anormalement élevés et on a sans arrêt des phénomènes qui peuvent être des phénomènes un tout petit peu gênants de ce point de vue. Alors, la question de Boubacar, la liquidité mondiale, elle est fondamentale. C'est vraiment le risque fondamental du système, un manque de liquidité. Le manque de liquidité proviendrait soudain d'une augmentation du risque. Donc, l'augmentation du risque, ça peut être une énorme faillite, ça peut être une énorme difficulté de secteur qui fait que tout de suite, tout le monde a peur sur la liquidité. On l'a vu à plusieurs reprises depuis la crise de 2008. À chaque fois, c'est enrayé par des interventions des banques centrales, mais sachant qu'à chaque fois maintenant qu'on a un problème de liquidité, on a le risque maintenant d'alimenter un peu plus le phénomène inflationniste. Bon, à l'heure où je vous parle, les marchés financiers mondiaux sont en forte remontée après, je dirais, la grande crainte d'hier. Je le répète, pas forcément pour des bonnes raisons. Une des causes, peut-être le fait justement qu'on va être obligé d'arrêter la lutte contre l'inflation, monter des taux. Et donc, si les taux ne montent pas, les marchés actions ont tendance à monter, eux. Il y a une autre question, Philippe, entre le lien avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre cette crise de liquidité de la SVB et le marché des crypto-monnaies qui a connu une crise et qui est en train de remonter aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, les crypto-actifs, là, pour le coup, Silvergate était, je dirais, une structure. Donc, les crypto-actifs ont connu 2 énormes séismes. Et peut-être on aurait dû d'ailleurs faire un point, et on le fera peut-être à un moment donné, sur TFX, la plateforme TFX
FX, énorme scandale aux États-Unis, et maintenant la faillite de Silvergate notamment. On a eu plusieurs faillites très importantes sur les cryptos qui font que les cryptos ont perdu beaucoup de valeur. Néanmoins, la question des cryptos demeure une question très importante à étudier. Les cryptos sont… Alors, je dirais, on a eu des annonces aujourd'hui de l'univers bancaire en disant que la plupart des banques essaient maintenant de sortir de l'univers des cryptoactifs, qui est un univers que leurs clients leur ont demandé d'examiner de plus en plus fortement, mais qui néanmoins s'est avéré très volatile. Donc, les cryptos, on doit avoir une approche, on va dire, la plus raisonnée et la plus novatrice possible. Peut-être là, mon cher Jean, on n'aurait pas le temps de bien la détailler. C'est quelque chose qu'on voit, nous, beaucoup à l'Institut de haute finance, c'est-à-dire les cryptos comme le Bitcoin qui étaient devenus des sortes de valeurs refuges sont les plus dangereuses. Les cryptos qui vont être associés à une nouvelle valeur, et notamment à de la finance d'impact, sont les plus intéressantes. Donc, ce sont les éléments à regarder avec beaucoup d'attention. Est-ce que pour autant, ce sont des endroits où mettre sa trésorerie? Peut-être pas. Si vous avez besoin de liquidité, ce sont des univers qui sont trop peu liquides actuellement pour que réellement on l'utilise en termes de trésorerie. En revanche, davantage en termes d'investissement à long terme. Nous avons beaucoup d'internautes africains qui se sont connectés, Philippe, comme d'habitude, je dirais, qui suivent avec intérêt votre exposé et qui se posent des questions sur l'impact de cette crise sur les banques africaines. Est-ce qu'il peut y avoir un lien assez dangereux? Alors, l'impact sur les banques africaines, répétons-le, sera faible en termes directs. Ce n'est pas la faillite qui va avoir un impact parce que SVB était quasiment pas présent sur le territoire africain. Donc, il n'y a pas de risque de perte associé à ça. En revanche, les risques associés, on va dire, à une sorte de réflexion nouvelle sur le système financier peut avoir des conséquences indirectes. C'est-à-dire, des banques africaines peuvent se retrouver dans le système mondial, par exemple, avec un peu plus de difficultés, ou en tout cas avec, je dirais, un certain nombre de remontées autour justement du problème de la liquidité ou autour de problèmes de stress de liquidité qui peuvent survenir. C'est-à-dire que là, quand on a senti hier le vent du boulet, si vous me permettez cette expression, on se dit attention, danger, on doit faire vraiment maintenant très attention à ce que, en cas de crise de liquidité, on puisse avoir je dirais, des réserves de liquidité qu'on puisse utiliser rapidement, et ce qui signifie aussi, évidemment, de façon collatérale, le fait que des banques lointaines, donc pour le système américain ou pour le système européen, des banques africaines, puissent être considérées comme, entre guillemets, compliquées à gérer en cas de crise de cash. Donc là, le stress sur la liquidité va être quelque chose à regarder de façon importante, je dirais, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il peut y avoir un lien, Philippe, entre la crise actuelle de la SVB et la finance à impact, et notamment la finance verte? Est-ce qu'il peut y avoir un frein par rapport à ça? Alors, pas du tout. Non, enfin, si, ce qu'on disait par rapport au financement de la tech, c'est-à-dire la finance à impact, est associée notamment à toute l'approche technologique. Donc là, il peut y avoir le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la faillite de SVB peut poser un certain nombre de difficultés pour les entreprises de tech qui se développent et qui peuvent se développer sur la base non pas de performances traditionnelles financières, mais sur la base de performances d'impact. Donc on peut avoir ce problème-là. En revanche, la finance d'impact n'a rien à voir avec la faillite de SVB. La faillite de SVB, la difficulté de SVB provient de la difficulté à revendre des bons du trésor pour obtenir du cash. En revanche, la faillite de SVB et les impacts qu'on a sur la finance de la tech, là, c'est quelque chose effectivement qui peut avoir des conséquences sur, je dirais, toutes les entreprises qui travaillent autour de l'impact, c'est-à-dire souvent des entreprises proches ou issues de la tech. Et dans cette histoire de la SVB, on nous pose aussi une question sur la responsabilité du gouvernement américain là-dessus. Il s'agit de bons du Trésor, il s'agit de décote du bon du Trésor, etc. Est-ce que sa responsabilité ne devrait pas être engagée pour essayer de stopper tout cela le plus rapidement possible? Elle ne le sera en aucun cas. Elle ne le sera en aucun cas. C'est-à-dire que quand un État propose ses bons du Trésor, il n'oblige personne à les prendre. Les bons du Trésor américains sont considérés comme les plus sûrs. On a de l'inflation, et donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, la responsabilité des politiques mondiaux est très forte dans la remontée de l'inflation, et ce n'est pas uniquement la guerre qui en est l'explication, loin s'en faut, mais néanmoins, si vous voulez, le fait que la remontée des taux entraîne une décote des bons du Trésor anciens n'induit pas une responsabilité à aucun moment. Mais répétons-le par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je dirais les sorties très très vigoureuses
virulente de Joe Biden, qui était évidemment préparée par son cabinet à la Maison-Blanche, démontre quand même que là, justement, du point de vue politique et du point de vue politique américain, le président commençait à allumer un contre-feu, un peu comme dans la crise de 2008, en disant c'est encore les banquiers qui sont à l'origine du problème. Il faut savoir évidemment qu'aux États-Unis, le débat, notamment au Congrès, fait rage avec les républicains sur la responsabilité de l'administration démocrate dans la flambée inflationniste, du fait de cette injection de liquidité, du fait de cette injection par des plans de monnaie à l'intérieur de la sphère américaine, et en disant, là, on a une des causes, ce qui est incontestablement vrai, même si ça avait commencé déjà avec Trump, hein, donc on va dire que là, on est pratiquement match nul, mais on est incontestablement dans une des explications de la flambée inflationniste et du départ d'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, on voit bien que pour essayer de complètement contrer ce type d'argument, Joe Biden a immédiatement, on va dire, réutilisé la solution de stigmatiser les banquiers. Répétons-le, le réflexe depuis 2008 est un réflexe très ancré dans l'opinion publique. On l'espère moins dans les gens qui suivent les cours à l'Institut de haute finance et à l'IFG, où on essaie justement d'avoir un recul par rapport à ces événements et essayer de comprendre un tout petit peu comment tout cela s'est agencé. Alors peut-être une dernière question, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble, effectivement on avait dit que ça ne devrait pas dépasser plus de 45 minutes cette superbe intervention. On parlait de la finance à impact, on peut parler du financement de l'innovation. Est-ce que ça ne peut pas être un frein au financement de l'innovation, tout ça? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des craintes, des peurs par rapport à ça? Oui, non, c'est tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Alors, cet élément-là est non négligeable, hein. On disait les emplois en Californie sont très importants, hein, et donc c'est pour ça aussi que tout ça est remonté pendant le week-end. C'est la même chose en Angleterre d'ailleurs, hein, où la filiale de la SVB, qui était en faillite aussi, a été nationalisée, hein, en fait, hein, puisque c'est le gouvernement anglais qui a fait le montage pour qu'on ait une reprise. Alors, avec HSBC, c'est HSBC en fait qui reprend, mais il y a une garantie gouvernementale qui a été donnée tout de suite pour surtout que la tech implantée sur le sol britannique ou financée en Angleterre ne soit pas en difficulté, je dirais, du fait de cette faillite et de ce risque attaché aux banques. Mais c'est clair qu'il y aura des conséquences sur le financement de la tech et donc évidemment des impacts négatifs. Le financement sera plus compliqué. Je le répète, il faut se souvenir que SVB s'est développé parce que la tech n'arrive pas à se financer par les canaux classiques. Et toujours, ça, c'est des choses, nous, qu'on étudie beaucoup à l'Institut de haute finance, c'est-à-dire quelles sont les autres solutions quand, effectivement, les garanties qu'on demande à une entreprise classique, ne peuvent pas être fournies par une entreprise à très forte croissance, mais à très faible rentabilité. Est-ce que le fait qu'elle n'ait pas de financement l'empêche de se développer? Oui. Est-ce qu'on peut trouver des sources de financement? Oui, aussi. Il est évident que la faillite de la SVB va rendre plus compliquées les choses. Y compris au niveau des fonds d'investissement qui lorgnent un petit peu tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Est-ce que ça peut être non ou pas du tout? Oui, bien sûr, parce que là, effectivement, il y aura la question de la garantie dans le mode de fonctionnement. Alors, répétons-le, il n'y aura pas de faillite d'entreprises de la tech associées à SVB, ce qu'on pouvait craindre hier matin, mais néanmoins, on a cette grande interrogation, quelle va être, je veux dire, dans l'écosystème de la tech, l'acteur SVB est très important, était très important. Hein, et donc, cet acteur ayant disparu et ayant, je dirais, montré qu'il y avait là effectivement un angle très compliqué, il y a une vraie réflexion à poser et on est très, très loin d'y être aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, je répète, on est plutôt en train de faire une sorte de chasse aux coupables en disant, oh là là, il peut y avoir des retombées politiques. Et donc là, tout le retard que l'on prend va être dommageable à l'univers de la tech. Alors, pas qu'aux États-Unis, hein, puisque SVB avait aussi des clients, on va dire, dans le reste du monde, je le répète, hein, dans beaucoup d'endroits du monde, y compris en Chine. Oui, absolument, absolument. Bien écoutez, Philippe, je vois que le temps passe. Hein, effectivement, c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent hein, sur ce sujet et puis qui débordent même de ce sujet. Une dernière peut-être question parce que on l'a vu passer assez souvent sur notre écran, c'est sur la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre la guerre en Ukraine, les mesures qui ont été prises par les Occidentaux vis-à-vis de l'État russe, je dirais, et cette faillite de la SVB? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose même d'indirect? Alors, c'est très, très indirect. Non, pas du tout en termes, je dirais, des mesures ou de quoi que ce soit d'un point de vue économique. En revanche, ce qu'on disait tout à l'heure, donc ce mécanisme de changement de paradigme très profond sur la finance mondiale avec la montée des taux d'intérêt est associé
à l'inflation et à l'accélération de l'inflation pendant toute l'année 2022, qui n'avait pas pour origine la guerre, mais que la guerre, évidemment, a accentué. Et ça, c'est incontestable. La guerre, avec les problématiques d'approvisionnement et en matières premières énergétiques et en matières premières agricoles du point de vue mondial, a été un phénomène inflationniste et donc, par conséquent, a conduit à l'accélération des interventions des banques centrales pendant toute l'année 2022 et donc à, on va dire, cet énorme malaise que l'on a sur les actifs bancaires et assurantiels des côtés du fait de l'inflation et de la montée des taux. Donc, on va dire, l'influence est indirecte. S'il n'y avait pas eu la guerre, de toute façon, il y avait de l'inflation et il y avait ce risque-là. Et ce risque existait de façon préalable. Mais on ne peut pas considérer que, je dirais, la faillite de la SVB proviendrait, même, on va dire, avec, je dirais, une seule bande du billard, des problématiques associées à la guerre. Que ça provienne des taux, de l'inflation, et que l'inflation était en partie nourrie par la guerre, oui. Alors, une dernière question peut-être, parce que je ne l'ai pas vu passer, je poserai cette question moi-même sur la Chine notamment. Est-ce que cette situation ne peut pas profiter aux entreprises high-tech chinoises finalement, puisqu'il y a quand même une guerre et une compétition assez forte entre les États-Unis et la Chine. Cette faillite de SVB, est-ce que ça ne peut pas être effectivement, non pas organisée par la Chine bien sûr, mais quelque chose qui peut profiter aux entreprises chinoises et notamment aux entreprises de high-tech chinoises? Par rapport à l'univers de la tech, donc toujours, bien sûr, il est trop tôt de le mesurer, pour le mesurer. Bon, d'abord, on n'a pas des faillites, donc sur la tech, ça c'est très important, parce que là, pour le coup, ça pouvait bouleverser les équilibres concurrentiels entre les entreprises de la tech à forte croissance qui, effectivement, sont en concurrence du point de vue mondial. On parlait de la Chine, je parlais d'Israël, on parle de Grande-Bretagne, on parle de Suède, Danemark, Allemagne, etc. Donc, tous ces pays, par exemple, qui étaient financés par SVB. Donc là, évidemment, s'il y avait eu faillite, on pouvait avoir un bouleversement du point de vue concurrentiel. Après, donc là, le fait qu'aux États-Unis, il est encore trop tôt, c'est à 2 jours, c'est à 3 jours, qu'on peut avoir des conséquences négatives sur le financement des entreprises de la tech, c'est très possible. Et là, évidemment, ce sera un élément pénalisant pour la tech américaine. Donc ça, incontestablement. Est-ce que pour autant, ça permettrait, par exemple, à la tech chinoise d'en profiter ? Possible, mais vraiment pas sûr, parce que la tech chinoise a elle aussi des problèmes de financement de même type. Et donc, je dirais, le financement de la tech en Chine et sur les marchés financiers chinois est quelque chose aussi de compliqué qui risquerait à la limite aussi de se répercuter de la même façon sur les structures financières chinoises qui vont être attentives au type de risque, au type de perte qu'on a pu avoir dans le système américain. Donc, possible, votre question, est-ce que la tech chinoise peut en profiter? Encore beaucoup, beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Et l'impact sur la tech française en termes de financement? L'impact sur la tech française peut être vraiment négatif, parce que la tech française pouvait avoir recours directement ou indirectement à des types de financement qui pouvaient être associés à SVB. Et donc là, on se retrouve aussi avec, on va dire, un contexte nettement moins favorable au levée de fonds, beaucoup plus compliqué pour les entreprises de la tech. On voit très bien, par exemple, le côté pratiquement plat des introductions boursières actuellement, et notamment, évidemment, les introductions boursières dans le monde ont été beaucoup alimentées par des entreprises de la tech. Je dirais donc problématique incontestablement compliquée, qu'il va falloir observer. Toujours pareil, est-ce que nous allons avoir en fait des structures qui vont remplacer très vite, la nature a horreur du vide, la place qu'occupait SVB, ou est-ce que nous allons avoir en fait effectivement une période compliquée en termes de financement, non seulement de l'investissement, mais de l'exploitation, puisque je le répète, SVB était surtout très très importante comme banque qui associait l'investissement, la prise de risque avec le client et son fonctionnement quotidien, c'est-à-dire le fait que le client dépose les liquidités. Il y avait une logique vertueuse dans SVB en disant je finance les nouvelles entreprises par le fait que celles que je finance depuis longtemps commencent à générer beaucoup de cash qu'elles déposent sur mes comptes. Donc c'était un système vertueux, un système très intéressant qui fonctionnait bien. C'était un très bon business model jusqu'à mars 2023.
Bien, écoutez, mon cher Philippe, on arrive au terme de cet entretien sur la faillite de la Silicon Valley Bank, les risques notamment de contagion qu'on a effectivement décidé de proposer à tous nos amis, tous nos internautes qui se sont connectés très, très nombreux pour venir vous écouter. C'est ça aussi la réactivité de l'IFI, de l'Institut de haute finance et de l'IFG. C'est vrai que on ne peut que demander à tous ceux qui nous ont écoutés de venir s'intéresser plus près à l'Institut de haute finance, notamment à tous les programmes que vous dirigez, mon cher Philippe. Là, ils pourront peut-être anticiper certaines choses, en tout cas bien comprendre les mécanismes qui font qu'on arrive à se poser toutes les questions que nos internautes ont bien voulu vous poser aujourd'hui et auxquelles vous avez bien voulu répondre. En tout cas, c'était encore une fois très passionnant dans le cadre de cet IFG Live et de l'Institut de haute finance que vous dirigez. Voilà, on ne peut effectivement que de conseiller à nos amis de profiter des prochains lancements de nos programmes sur l'Institut de haute finance pour venir effectivement échanger avec vous et vos confrères sur ce type de situation, ce type d'actualité. En tout cas, un grand merci Philippe. Et on tenait aussi à remercier tous ceux qui se sont connectés très nombreux et puis tous ceux qui ont bien voulu nous poser des questions. Merci Philippe, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot à la fin, en tout cas. Non, vous remercier, de remercier un grand merci de l'IFG parce que vous êtes super réactifs quand il a fallu monter, quand j'ai proposé que l'on montre en urgence cette rencontre, vous avez été très très réactifs et moi aussi je vous en remercie. Voilà. Un grand merci effectivement à Axel, Angélique, Stéphanie, elles se reconnaîtront pour effectivement le montage de cet IFG Live, voilà, du jour au lendemain, et c'est vrai, c'était passionnant et je pense qu'il y en aura d'autres, bien sûr, parce que l'IFI aussi, l'Institut de haute finance, c'est ça, c'est la réactivité, c'est venir faire partager toutes ces informations, toute cette actualité avec nos amis qui soient déjà des participants IFI sur nos programmes, que ce soit des futurs candidats ou bien tout simplement des gens qui se posent des questions et qui voudraient avoir des réponses. On est là effectivement pour vous renseigner. En tout cas, un grand merci Philippe. Moi, je vous dis à bientôt Philippe sur d'autres IFG Live et sur d'autres thèmes de l'actualité. Et puis remercier vraiment tous nos amis qui se sont connectés et pour toutes leurs questions. Voilà, c'est enregistré. Ceux qui étaient bien en retard pour cette information, bien, vous verrez, vous allez recevoir dans votre mail cette vidéo qui sera enregistrée donc, sur la faillite de la SVB, les conséquences sur la finance mondiale, tout simplement. C'était un thème très, très important avec beaucoup d'inquiétudes. Et j'espère, Philippe, que vous avez permis de lever certaines inquiétudes ou de permettre à certains de nos internautes de se poser de nouvelles questions. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et moi, je vous dis à bientôt sur un nouvel IFG Live. Merci Philippe. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.